Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dédiée au e-commerce. Alors, on va voir aujourd'hui quels sont les freins qui empêchent finalement les entreprises de recourir au e-commerce. Donc, vous avez quatre grands freins. Vous avez d'abord le manque de compétences internes, les aspects budgétaires, la crainte d'une relation client déshumanisée, la cohérence entre la stratégie e-commerce B2B et celle du réseau de distribution. Voilà les quatre grandes craintes qui font que la plupart du temps, les entreprises aujourd'hui ont, ont un frein ou émettent un frein fréquemment euh, par rapport au fait d'entrer de plein pied dans le e-commerce. Alors, si on regarde le manque de compétences internes, c'est vrai que vous avez pas mal d'études qui montrent qu'à peu près, grosso modo, 35-40% des dirigeants soulignent que le manque de compétences internes a constitué un frein au lancement d'un projet de vente e-commerce. Et selon ces dirigeants, finalement, quand ils ont mis en place la solution de e-commerce, ça s'est avéré moins complexe que ce qui était imaginé au départ, hein. Et ça, c'est un petit peu les affres de l'âme humaine qui fait que quand il y a un inconnu, on a toujours l'impression que ça va être inatteignable. En fait, ce qui se passe, c'est que dans les entreprises, les utilisateurs, enfin les personnes auxquelles on fait appel par rapport au projet de e-commerce, ils ne changent pas de métier, ils ne changent pas de pratique, ils apprennent finalement à utiliser, à proposer un nouvel outil, hein, un nouvel outil, pardon. Donc, gérer un site e-commerce, c'est pas forcément devenir informaticien. Toute la partie informatique, toute la partie technique, ça, on va le déléguer à un prestataire qui connaît très bien son métier, qui a appris, qui a acquis son expérience de premier plan dans le domaine. Mais nous, l'entreprise, on va pouvoir se concentrer sur la partie qui incombe à l'entreprise en termes notamment au niveau de la logistique. Donc maintenant, depuis quelques années, il y a eu des évolutions extraordinaires par rapport aux solutions de e-commerce, qui fait que les utilisateurs sont capables de prendre en main très rapidement les solutions, hein. En général, il faut compter entre 2 et 3 mois pour que les personnes dans les entreprises soient à l'aise avec les solutions de e-commerce qui sont proposées et qui sont nouvellement mises en place. Au niveau des aspects budgétaires, ça c'est le deuxième frein qui a été soulevé. Alors c'est sûr que la question du budget, c'est souvent un frein initial qui demande à étudier, quantifier, vérifier dès le lancement du projet la rentabilité prévisionnelle du site e-commerce. C'est vrai qu'il n'y a pas de budget standard. Ça dépend d'énormément de choses, que ce soit du B2B, du B2C, que ce soit la solution qu'on utilise, les objectifs de chiffre d'affaires, les besoins en action de web marketing. Ça dépend de pas mal de choses. Mais il faut savoir qu'en moyenne, dans les principales études qui ont été menées, les projets, les trois quarts des projets sont rentabilisés pendant la première année, hein, si on tient en compte les gains de productivité et l'augmentation du chiffre d'affaires. En général, 75% des projets qui sont menés sont rentables dès la première année, c'est-à-dire que vous rentrez dans votre argent dès la première année. Pour que vous ayez une idée, une indication en termes de budget, c'est en général, bon après, quand vous avez des grosses entreprises, des grosses entités, des gros groupes avec plusieurs sites internet, ça c'est différent. Mais pour un site de e-commerce, on est entre 10 000 et 100 000 euros, sachant que le panier moyen se situe plutôt aux alentours de 30 000 euros, hein. Ensuite, donc vous avez la crainte, donc les freins, le manque de compétences internes, on l'a vu, les aspects budgétaires, on l'a vu. Maintenant, la crainte d'une relation client déshumanisée. Alors, c'est vrai que il y a des entreprises qui ont peur de la part grandissante du digital dans l'expérience client et ils ont peur que ce se fasse au détriment des relations personnelles. Des relations personnelles de client.
client entreprise. Et donc, ils pensent que ça doit rester le lien central dans les relations commerciales. Pendant ce temps, il y a à l'opposé finalement, d'autres entreprises qui vont essayer de minimiser le plus possible le temps finalement, les interventions humaines. Le temps, et ils vont réduire ces interventions humaines pour que ça soit de plus en plus automatisé. Donc, c'est deux positions qui sont contradictoires. Et finalement, il n'y en a pas d'une qui est meilleure que l'autre, c'est juste qu'il faut profiter de la complémentarité des deux solutions, l'automatisation et l'humanisation de la relation client, et qu'il faut capitaliser sur les atouts de chaque univers pour essayer de satisfaire encore mieux les outils, tout simplement. Ensuite, le site internet, ce qui propose le site de e-commerce qui permet, c'est de libérer les commerciaux des tâches les moins intéressantes et surtout les plus chronophages. Et les commerciaux vont être, notamment dans le business to business, ils vont être beaucoup plus disponibles par rapport aux clients et aux prospects. Et donc ils vont faire là où ils sont le meilleur et éviter de perdre du temps. Donc non seulement ils sont plus disponibles par rapport aux prospects et aux clients, mais en plus, pour eux, leur job leur paraît plus intéressant. Alors ensuite, vous avez un autre frein qui est le risque finalement de concurrence entre la stratégie de e-commerce et le réseau de distribution. Surtout au niveau B2B que ça se passe dans ces cas-là. C'est parce que il y a certaines entreprises qui vont avoir peur que le site internet soit perçu comme un canal qui est concurrent aux autres circuits de distribution. Donc il y a deux cas de figure hein, dans ce cas-là. Le premier cas concerne les sites qui sont réalisés pour s'adresser aux particuliers. Et dans un deuxième temps, des sites qui vont ouvrir une partie qui va être dédiée aux professionnels. Pour le deuxième cas, c'est des sites B2B qui évoluent pour commercialiser également des produits en direct auprès des particuliers. Hein. C'est un petit peu les deux cas de figure qu'on peut avoir. Quoi qu'il en soit, ce sont de toute façon, il faut imaginer que c'est des choses qui ouvrent des opportunités plutôt que d'enfermer. C'est surtout ça qu'il faut garder en tête. Après, on peut imaginer que certains distributeurs en business to business vont pouvoir reprocher à un fournisseur de le court-circuiter avec un site de e-commerce en direct avec les clients. Et donc, dans ces cas-là, l'entreprise doit vraiment rester à l'écoute, doit adapter son positionnement au cas par cas et faire en sorte de ménager la chèvre et le chou, comme on dit. Donc ça va dépendre un petit peu de la vision de l'entreprise par rapport à ça, de la relation qu'elle aura bâtie avec le distributeur. Et surtout, ça va dépendre aussi du modèle économique par rapport aux ventes, hein, les volumes de vente, les marges unitaires, comment ça se passe à tous ces niveaux. Donc c'est vrai que ça va demander d'avoir une vraie réflexion de fond par rapport à ça. Il y a certaines marques qui vont choisir d'ouvrir leur site, par exemple, aux particuliers, et qui vont considérer que la rivalité entre l'online et l'offline est dépassée, que la communication des entreprises est plus seulement multicanal ou cross-canal, et qu'elle est maintenant omnicanal, et que dans cette approche omnicanal, les magasins traditionnels et les pure players sont interdépendants. Oui. Donc on sait très bien que maintenant, le consommateur commence ses achats en ligne et le termine en magasin ou inversement. Donc il faut vraiment comprendre cette complémentarité et faire en sorte que c'est finalement, comment il y a une synergie qui s'effectue, qui fait que le panier moyen dans cette approche omnicanal devient beaucoup plus important et que finalement c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Puisque il y avait des inquiétudes qui avaient été exprimées par des distributeurs avec le Web to Store et qui finalement on s'est rendu compte que c'était
beaucoup plus intéressant pour tout le monde. Alors, passons maintenant aux principales raisons qui vont motiver les professionnels à adopter la vente en ligne. Ça, c'est un autre point intéressant. Parce qu'on a vu ce qui les freinait, maintenant, qu'est-ce qui les motive? Puisque on s'est rendu compte petit à petit que un site e-commerce de vente aux professionnels, aux particuliers, ça permet de mieux satisfaire les clients, d'apporter de nouveaux services, de réduire les coûts administratifs avec une automatisation pardon, des commandes. C'est y a des arguments de marketing quand même puissants, hein. Donc ça c'est mieux satisfaire et fidéliser les clients. Je pense que c'est le premier élément qui va ressortir de tout ça pour expliquer les principales raisons motivant les professionnels à adopter la vente en ligne. Donc on est capable de mieux satisfaire le client, on est capable de le fidéliser, que demande le peuple. Donc plusieurs facteurs vont intervenir dans la décision de créer un site de vente et le premier, ça va être ça va être le service qui est rendu, au client. Et qui dit meilleur service rendu au client dit meilleure fidélisation évidemment. Donc il y a une amélioration aussi de la productivité et la réduction des coûts. Donc si vous améliorez la productivité, vous réduisez les coûts, forcément non seulement vous satisfaites vos clients, mais également vous faites en sorte que vos produits soient moins chers. Et puis au niveau de vos collaborateurs, au niveau de tout ce qui est commercial, administratif, ils sont, au lieu d'être mobilisés sur des commandes de faible valeur ou des choses qui ne demandent pas nécessairement l'intervention d'un collaborateur, ils vont être enlevés de toutes ces tâches chronophages et vous allez donc améliorer également la satisfaction des collaborateurs. Alors, deuxième élément, profiter d'une visibilité supplémentaire sur Google, l'opportunité de conquérir de nouveaux clients. Donc voilà la deuxième raison qui pousse les entreprises à faire appel à un site de e-commerce. Donc, on sait que c'est une priorité dans le e-commerce, la conquête de nouveaux clients, l'acquisition de trafic web, ça c'est une priorité. Et les actions de web marketing vont donner d'excellents résultats pour ça. Alors c'est plus vrai pour le particulier que pour le professionnel, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut garder en tête aussi en B2B, hein. Les optimisations SEO sur les sites qui sont dédiés aux professionnels vont permettre aussi d'identifier des nouveaux fournisseurs potentiels. C'est quelque chose qu'il faut pas oublier. D'ailleurs, petite parenthèse, si on arrive sur les sites B2B qu'on va considérer comme un site ouvert ou fermé, ça c'est un vrai choix stratégique. Donc on va voir que le fait de le laisser ouvert ou fermé peut être un choix, mais on peut aussi se rendre compte qu'il peut y avoir une alternative entre les deux. Pourquoi est-ce qu'on serait amené à fermer un site B2B? Eh bien, tout simplement pour des raisons de confidentialité, parce qu'on ne veut pas que la concurrence ait accès librement au descriptif des produits, aux tarifs. Mais d'un autre côté, il y a des entreprises qui choisissent de laisser quand même tout ou partie du contenu d'accès pour profiter d'un meilleur référencement au niveau de leur site de e-commerce. Donc en fait, finalement, quand je vous disais vous avez une autre alternative, c'est que vous avez trois possibilités. Soit c'est un site fermé, soit c'est un site partiellement ouvert, partiellement fermé, selon ce que vous entendez, comme vous l'entendez, ou un site ouvert, hein. Donc finalement, le choix dépend un petit peu des orientations stratégiques de chaque entreprise. Donc en choisissant un site qui est totalement fermé, les clients doivent impérativement s'identifier pour accéder au contenu.
Alors, c'est intéressant parce que ça évite la veille concurrentielle. Ça évite la veille concurrentielle, mais évidemment, c'est pas pris en compte au niveau du référencement, c'est ce qu'on vient de souligner. Parce que c'est vrai que les sites, même partiellement ouverts, ils peuvent profiter du trafic issu des recherches, peuvent être indexés par Google, et donc, oui, c'est ça, profiter du trafic qui est issu des recherches des internautes. Mais certaines informations dans ce site partiellement ouvert ou partiellement fermé va nécessiter une authentification. Alors que les sites ouverts, ben, eux, c'est généralement le cas pour les sites de vente en ligne qui s'adressent à la fois à des particuliers et à des professionnels. Donc là, vous vous rendez compte qu'il bon, y a besoin d'avoir, euh, si vous voulez, vous ne pouvez pas avoir les mêmes tarifs pour des professionnels et pour des particuliers. Donc c'est vrai que là, du coup, vous êtes un petit peu coincé et vous êtes obligé vous avez une double tarification et vous êtes obligé de fermer partiellement les informations de manière à ce que vos clients finaux ne sachent pas combien payent les grossistes, hein, les intermédiaires qui passent par vous en direct et donc qui ont droit forcément à une remise, ce qui paraît logique. Bon, ça peut être des informations par rapport au tarif, ça peut être aussi des informations par rapport aux facilités de paiement, etc. Alors ensuite, les fonctionnalités clés du e-commerce, alors là, par rapport au e-commerce B2B, euh, qu'est-ce qu'un site de vente au professionnel doit proposer finalement? Il doit satisfaire, il doit fidéliser, donc il faut automatiser au maximum les processus commerciaux, il faut gagner du temps, il faut gagner de l'efficacité, il faut rendre les collaborateurs plus disponibles pour accompagner les clients, pour être disponibles pour les prospects, et surtout il faut faire en sorte que bah, ces collaborateurs ils aient une qualité de vie professionnelle plus intéressante. Alors, qu'est-ce qu'on a comme fonctionnalité par rapport à ces fonctionnalités clés? La première chose, c'est la personnalisation du catalogue pour avoir un contenu dédié à chaque client, hein. Dans les relations entre les professionnels, les relations contractuelles et commerciales sont souvent différentes d'un client à l'autre, d'un type de client à l'autre, d'un pays à l'autre. Donc, chaque client peut négocier des conditions tarifaires qui vont être spécifiques et certains clients vont avoir accès à des types de produits où ils vont bénéficier d'un mode de livraison particulier. Bref, donc il faut prendre en considération toutes ces particularités et offrir une expérience de visite personnalisée pour les clients, hein. Cette personnalisation, ça va concerner l'accès à certaines informations justement du catalogue, au type de produits qui vont être disponibles à la commande, les, les remises qui sont disponibles, l'affichage des prix que ce soit hors taxe, etc. Bref, euh, donc la force de vente finalement, elle va être un élément central de tout ça. C'est pour développer le chiffre d'affaires. Et ces commerciaux vont s'appuyer finalement sur les opportunités du digital et vont pouvoir utiliser les nouveaux outils pour gérer, prendre les commandes lors des visites en clientèle. Et les sites de e-commerce, eux, ils vont disposer d'un espace de commande déporté. Ça, c'est un espace qui va être dédié aux commerciaux qui vont utiliser leur tablette ou même leur portable de temps en temps pour faire leur présentation de produits et gérer directement les commandes. Donc, c'est une activité qui est parallèle, mais qui fait partie du site e-commerce. Donc ça va permettre de gérer précisément et de manière personnalisée les règles de tarification pour les différents clients, avec toute une souplesse par rapport aux politiques commerciales et les différentes références. Parce que vous avez certaines références qui sont par exemple limitées et bah, qui ne sont pas disponibles pour tous les clients. Puis vous avez des fois, donc parfois des prix qui sont différents par article, par client, des prix différents par catégorie de clients donnés, selon les catégories d'articles. Puis il y a souvent plusieurs types de remises par rapport aux quantités demandées, par rapport à la catégorie de produits.
Il faut aussi faire en sorte que les remises évitent de se cumuler un petit peu trop, sinon vous perdez beaucoup de marge, gérer les priorisations, de gérer les priorisations en termes de commandes, de prise de commande, les remises de pourcentage, bref, c'est pas mal de choses quand on parle de personnalisation du catalogue et de contenu dédié à chaque client. Alors, voyons maintenant donner la possibilité de passer des précommandes. Alors, vous avez beaucoup de professionnels qui proposent des produits saisonniers, des collections, qui sont proposés d'abord en commande à 6 mois, voire parfois 1 an à l'avance. Et alors ça, c'est très spécifique, par exemple, à certains secteurs, comme le secteur de la mode, pardon. Donc les quantités, finalement, les quantités lancées vont un peu dépendre du volume total des précommandes enregistrées auprès des commandes des revendeurs ou auprès des clients finaux, hein. Donc ça va, c'est quelque chose qui est très important dans la gestion du site de e-commerce. Donc cette fonctionnalité de précommande est très intéressante et va permettre de faire une gestion très détaillée, notamment si vous avez des gestions multi-dépôts, quand vous avez une répartition du stock au niveau géographique sur plusieurs zones, avec des seuils d'alerte, hein, pour organiser les réassorts des différents fournisseurs si on est en business to business par exemple. Donc là, quand on parle on est dans la gestion du stock, là c'est un aspect absolument essentiel dans le e-commerce. Il faut permettre la disponibilité des produits avec une rapidité des opérations logistiques, hein, puisque quand vous avez des ruptures de stock, ça amène, si vous voulez, des reliquats, ça amène des annulations de commandes. Donc il faut une gestion, alors si ce n'est à flux tendu, ce qui est très difficile à avoir, il faut une gestion vraiment très précise des stocks, hein, parce que le niveau de gestion du stock a un impact financier par rapport à la trésorerie qui va être immobilisée. Donc, la connexion entre le site de e-commerce et la gestion commerciale, ça va permettre de gérer les stocks en temps réel et de gérer des options relativement complexes. Alors, vous avez des fonctionnalités avancées pour gérer les stocks, donc où on va par exemple faire des liaisons des articles, hein. J'ai un exemple que j'aime bien, c'est quand la commande de la pompe hydraulique dans l'extraction de liquide acide. Ça, c'est un exemple que j'aime bien parce que cette pompe, pour fonctionner, elle doit être, la plupart des pompes d'ailleurs, pour fonctionner, doit être livrée avec un jeu de joints qui résiste à ce qui passe par la pompe, hein, soit l'acide dans ce cas-là, soit l'eau. Donc il faut absolument que ça soit lié. Donc sur le plan fonctionnel, le site de e-commerce doit absolument gérer ça jusqu'à la dernière étape de l'achat, sinon ça va poser un problème. Donc vous voyez à quel point ça peut aller très très loin pour les fonctionnalités de gestion du e-commerce. Donc c'est quelque chose auquel il faut vraiment faire attention et qu'il ne faut pas prendre à la légère. Donc, il y a les fonctionnalités avancées vont très très loin. On n'aura pas le temps aujourd'hui d'aller encore plus dans le détail, mais c'est quelque chose qui, surtout dans la notion de la gestion des stocks, peut aller très loin. Ensuite, vous avez des fonctionnalités un petit peu plus simples qui permettent par exemple de développer les ventes à l'export, hein. On sait que pour se développer, une entreprise va pouvoir aller se vendre à l'export, notamment les entreprises françaises. Euh, et donc, qu'est-ce qu'on peut utiliser justement le e-commerce comme un levier par rapport à tout ça pour éviter d'avoir à utiliser des implantations locales. Donc la vente en ligne transfrontalière va constituer un réel atout commercial, mais il va falloir faire attention que le site de e-commerce soit capable de gérer pas mal de choses qui sont liées à la vente transfrontalière, ne serait-ce que la version multilingue, ne serait-ce que la gestion des noms de domaine, enfin les extensions des noms de domaine,
la centralisation des informations, les moyens de paiement qui sont peut-être pas les mêmes d'un pays à l'autre, les devises qui sont pas toujours des euros, les notions de TVA aussi, hein, la taxe va pas forcément s'adapter selon le pays. Est-ce que certaines vont être exonérées de TVA, d'autres non. Bref, c'est quand même des choses qui sont à prendre en compte. Après, est-ce que vous êtes en business to consumer, auquel cas vous pouvez, vous avez du TTC avec du business to business, on est plutôt en hors taxe, même si la TVA va s'ajouter ou pas. Donc, toutes sortes de choses auxquelles il faut penser. Alors, passons maintenant aux principales étapes de lancement d'un site e-commerce de vente aux professionnels, par exemple.